3, 2, 1. Here we go! Voilà, alors bonjour à toutes et tous, ou rebonjour pour celles et ceux qui nous auraient déjà suivis ce matin dans le cadre de ce cycle des conférences Cyclo Toulouse 2022, qui ont commencé donc ce matin avec d'autres thématiques. Mais comme vous le savez, cet après-midi, vous êtes présents pour entendre nos intervenants nous parler de perméabilité dans la ville, rendre la ville perméable. Et le sous-titre était « Suivez le guide » parce qu'effectivement, l'objectif est de pouvoir partager avec vous un certain nombre de bonnes pratiques, de directions politiques ou techniques qui vont nous permettre de parler des imperméabilisations. Petite séquence clin d'œil. En nombre de lettres, c'est un petit peu moins long qu'anticonstitutionnellement, mais c'est le même nombre de syllabes, donc c'est certainement le deuxième nom le plus long de la langue française, le deuxième mot le plus long de la langue française. Nous parlerons donc des imperméabilisations qui contribuent essentiellement, bien sûr, à limiter le ruissellement urbain et à réduire le risque d'inondation. L'objectif de cette séquence étant de voir quelles sont les solutions, les outils, mais aussi les bénéfices recherchés sur les aménagements urbains, tout en répondant aux autres politiques publiques liées au changement climatique. Mais pour bien comprendre cette thématique et nous planter le décor des échanges qui suivront, je vais vous proposer, pour commencer, un rappel du contexte et des préoccupations des collectivités, avec successivement l'intervention de Sandrine Potier, qui est en charge des eaux pluviales au département cycle de l'eau de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui sera immédiatement suivie par une présentation de Jean-Yves Boga, expert en gestion territoriale à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Madame Potier, Monsieur Boga, je vous invite à rejoindre cette estrade pour ces deux premières présentations qui vont, comme je le disais, nous planter le décor et nous préciser, mettez-vous un de chaque côté, voilà, par exemple, nous préciser les contours de notre sujet. Je vous indique par avance, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de ces conférences, que nous sommes sous le signe de l'interactivité et je vous inviterai à plusieurs reprises à exprimer éventuellement vos propres questions si vous souhaitez vous adresser aux intervenants qui se seront exprimés devant vous. Madame Potier, je vous en prie. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. En ce qui concerne mes propos introductifs, je voulais revenir sur, sur ce qui incite les collectivités à désimperméabiliser des quartiers, des centres-bourgs, et voir en fait comment elles peuvent conduire ces projets à bien. Alors, désimperméabiliser, ça sous-entend en fait qu'il faut changer l'existant. Et donc, si on refait un point sur l'origine, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est l'aménagement du territoire qui a artificialisé nos sols, qui a rendu un peu plus imperméables les terrains, avec la création d'infrastructures grises, en particulier pour la gestion des eaux pluviales. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte, comme vous le savez, d'adaptation au dérèglement climatique, au changement climatique, qui on va dire, modifie un petit peu ces paramètres-là. Et tous ces ouvrages, finalement, présentent quelques limites et deviennent parfois insuffisants. Et il est parfois difficile de se dire, voilà, on va encore et toujours renforcer nos canalisations, poser des tuyaux encore de plus en plus gros, réaliser des bassins de plus en plus grands, et sur des projets de plus en plus coûteux. Donc évidemment, c'est une logique qui n'est pas tenable et pour lesquelles, évidemment, il faut essayer d'évoluer et d'arriver à trouver des solutions qui permettent, en tout cas, de faire face à des situations imprévisibles. Des situations imprévisibles, oui, parce que, on le sait, les épisodes pluvieux
sont de plus en plus fréquents. Ils viennent à marquer les consciences. Et effectivement, face à ces paramètres-là, eh bien, on a un risque, un nouveau risque auquel il faut faire face et auquel les collectivités, en particulier les élus, doivent faire face. Ils doivent réagir, en tout cas pour éviter d'être mis en cause lorsque ces épisodes arrivent qui n'ont pas été gérés suffisamment à l'amont. Donc les collectivités sont amenées à repenser la ville, à repenser leurs projets, à repenser une ville beaucoup plus résiliente, beaucoup plus perméable, tendre vers des solutions d'hydraulique douce, avec des solutions qui privilégient l'infiltration de l'eau là où elle tombe, au plus près de là où elle tombe. C'est d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est d'ailleurs des orientations qui sont prises au niveau national et qu'on peut voir dans le plan d'action qui a été lancé à l'automne l'année dernière, qui vise justement, qui remettent en avant en tout cas ces objectifs de privilégier en tout cas des solutions alternatives à la gestion des eaux pluviales. Donc, au-delà du risque, on a aussi des attentes qui sont exprimées par les usagers et auxquelles les collectivités doivent répondre. Les usagers, ces citoyens qui ne veulent plus voir de villes minéralisées, qui expriment de manière un peu plus largement le retour de la nature dans la ville, le retour de la fraîcheur, de ce confort et de ce bien-être en ville. Donc on est face à deux enjeux majeurs aujourd'hui, à savoir réaménager la ville et repenser en tout cas améliorer la gestion des eaux pluviales. Donc on est bien au croisement de ces deux enjeux et chaque projet au niveau urbain ou rural devra constituer une vraie opportunité pour les collectivités pour atteindre ces objectifs. Alors, la désimperméabilisation, c'est bien des opérations qui portent en tout cas des bénéfices complètement multiples. Il paraît aujourd'hui impensable d'envisager des projets qui tendent vers un seul et même objectif. Il faut, on va dire, arrêter de penser, en tout cas de travailler, de concevoir des projets qui vont par exemple uniquement viser à améliorer le ruissellement dans la ville. Donc de la même manière, il faut éviter de penser des projets ou en tout cas de penser des projets pour par exemple construire une nouvelle voie cyclable, piste cyclable ou voie bus par exemple, sans se poser la question des eaux pluviales. Donc on est dans une logique tout à fait transversale qui doit être favorisée. D'un point de vue technique, on voit de nouvelles solutions qui se présentent, des solutions qui sont parfois d'ailleurs innovantes et qui peuvent inquiéter certains élus. Donc il faut passer en tout cas d'un esprit de concept à des projets beaucoup plus effectifs et pour cela il faut pouvoir convaincre. Donc il faut convaincre, séduire tous ces acteurs, à la fois les élus, les services, les usagers, pour que ces projets en tout cas soient menés à bien. Puisque effectivement, on le sait, parfois ces projets, à partir de ces projets, l'eau en tout cas peut à nouveau devenir visible et donc constituer par exemple, en tout cas apporter des craintes, en tout cas susciter on va dire des craintes de la part de ces acteurs. Donc il est nécessaire de mettre en œuvre toute une pédagogie qui va venir justement essayer de rassurer à la fois en tout cas l'ensemble de ces acteurs et en particulier ces élus, puisqu'on est dans une dimension où le risque, il n'est pas uniquement politique, mais il est aussi juridique. Enfin, pour conclure ces propos introductifs, il est utile de rappeler que ces projets doivent s'inscrire dans une démarche
en tout cas dans une approche beaucoup plus globale et intégrée, mais qui doivent aussi se rattacher à une logique de cohérence hydraulique au niveau d'un territoire. En fait, il ne s'agit pas juste de dire « tiens, je rénove une partie d'un quartier qui est situé en contrebas, je crée des noues, je crée des nouveaux bassins ». En fait, il faut aussi savoir ce qui se passe à l'aval. On est dans une logique et des temporalités qui sont complètement parfois différentes. Et donc, il faut en tenir compte dans cette stratégie qui est plutôt portée sur le long terme et qui va être beaucoup plus progressive. Alors, pour y répondre, là aussi, la clé de la réussite, c'est la transversalité, on le sait tous. Donc, il faut tenter de mener ces réflexions de manière transversale, avoir une concertation avec l'ensemble des acteurs, on l'a dit, les élus, les services, les usagers, mais aussi tous les acteurs, des acteurs qui n'ont pas forcément, en tout cas qui n'ont pas forcément la connaissance des enjeux de l'eau. Donc il faut les inclure dans cette logique de concertation. C'est les aménageurs, les paysagistes, les urbanistes, etc. Donc on est dans cette logique de transversalité pour mener à bien l'ensemble de ces projets. Des documents tels que les zonages et autres documents de planification sont autant d'outils pour y arriver. Donc, pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que ces projets de désimperméabilisation, pour être menés à bien, finalement, ils reposent sur un portage politique fort, des élus qui sont convaincus par des services convaincants. On est sur une pédagogie qui se veut renforcée de manière à ce que l'ensemble de ces acteurs, et en particulier les usagers, comprennent bien les enjeux, surtout à leur échelle, à l'échelle de leur quartier par exemple. Il faut une concertation, active et renforcée, là aussi, pour mener à bien ces projets dans une bonne temporalité, on l'a dit. Et puis, évidemment, le soutien financier, on est un peu dans un contexte où c'est tendu un peu économiquement parlant, et bien le soutien financier devrait pouvoir permettre évidemment d'impulser ce type de projet. Et je pense que ces arguments vont être mis en avant dans les prochaines interventions. Voilà, merci. Très probablement. Merci à vous, Sandrine Potier, pour ces propos effectivement introductifs qui vont être complétés sans transition par l'intervention de Jean-Yves Boga, donc expert en gestion territoriale à l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Vous nous direz, Monsieur Boga, notamment quels sont les principaux enjeux liés à cette thématique de désimperméabilisation des sols et la politique de l'agence en la matière. Et puis dans la foulée, vous nous ferez part également en quelques mots de l'appel à projet en cours désimperméabilisation des sols urbains, ou désimperméabilisons les sols urbains, puisque tel est le message à l'impératif qui était lancé par la région Occitanie en janvier dernier. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. L'Agence de l'eau, donc, c'est un établissement financier de l'État qui finance notamment les collectivités pour tout ce qui concerne l'amélioration de la qualité des eaux. Et l'Agence de l'eau Adour-Garonne donc, couvre le Grand Sud-Ouest, 25 départements, tout ou partie. Alors donc depuis 2013, l'Agence de l'eau a mis en place des modalités d'intervention pour financer des projets de désimperméabilisation des sols. Cette politique s'appuie en fait sur un double contexte et sur un triple objectif. Double contexte, donc ça a été dit, un premier contexte lié à l'adaptation au changement climatique. Donc on s'attend à ce qu'effectivement il y ait une modification du régime des précipitations d'ici quelques années, avec notamment de plus en plus d'événements pluvieux intenses, ce qui veut dire plus de ruissellement sur les surfaces ruisselantes. Donc ça c'est le premier contexte. Et le deuxième contexte qui est important dans le sud-ouest, c'est l'évolution démographique, puisqu'actuellement, il y a 7 millions d'habitants sur le sud-ouest. En 2040, on estime qu'il pourrait y avoir 1,5 million d'habitants en plus, concentrés principalement sur les agglomérations toulousaines et les agglomérations bordelaises. Actuellement, vous avez à peu près 33% de la population qui est concentrée sur Toulouse et Bordeaux. Et en 2040, 40% de la population sera concentrée sur ces deux agglomérations. Donc non seulement on augmente la population, mais on la concentre encore plus, davantage dans les agglomérations. Ce qui veut dire que si l'urbanisation est mal maîtrisée, on peut avoir des dysfonctionnements en termes notamment de ruissellement et d'artificialisation des sols.
Donc ça, c'est le double contexte. Le triple objectif par rapport à notre politique, c'est de limiter les ruissellements sur les surfaces ruisselantes en faisant en sorte de favoriser l'infiltration au plus près de là où l'eau de pluie tombe, c'est-à-dire gérer l'eau de pluie à la source de façon à éviter à ce que l'eau de pluie ruisselle. Ce qu'il faut savoir et bien avoir en tête, c'est que la majorité des eaux de pluie qui tombent sur nos territoires sont des eaux, on va dire, des eaux de pluie courantes de faible intensité. Ça représente à peu près 80% du volume des eaux de pluie. Donc ces petites pluies, on peut les gérer relativement facilement par infiltration directe au niveau des parcelles. Donc ça, c'est le premier objectif, limitation du ruissellement et favoriser l'infiltration. Le deuxième objectif, c'est limiter la pollution des eaux, et en particulier la pollution par les micropolluants. Vous savez que quand une eau ruisselle sur notamment les voiries, elle peut se retrouver chargée en hydrocarbures, en gomme de caoutchouc, en traces métalliques, voire en pesticides. Donc on peut limiter l'apport de ces substances dans les milieux récepteurs. Et en même temps, lorsqu'on traite à la source ces eaux de pluie, on limite les flux hydrauliques dans les réseaux. Et donc on limite par temps de pluie éventuellement les débordements dans les cours d'eau au niveau des déversoirs d'orage ou des bypasses des stations d'épuration. Donc ça, c'est important aussi, hein, cette notion de limitation de la pollution, que ce soit la pollution domestique ou la pollution liée aux micropolluants dans les milieux récepteurs. Et troisième objectif, c'est tout ce qui est lié à la préservation de la biodiversité ordinaire, la création des îlots de fraîcheur, donc la renaturation et la végétalisation des villes, le verdissement des villes. Donc c'est important, hein. Il y a des études qui ont été menées, qui ont montré qu'on pouvait avoir des gains importants en termes de diminution des températures au niveau, par exemple, d'une place bitumée qui est en plein soleil en été. Si elle est bitumée, si vous la comparez avec une place qui est végétalisée, on peut avoir des écarts de température au sol qui peuvent atteindre 20 degrés et des écarts de 2 à 3 degrés de température ambiante. Donc c'est important pour rafraîchir aussi les villes, de pouvoir avoir ces solutions fondées sur la nature de gestion à la source des eaux pluviales. Alors, vous nous disiez que l'idée est aussi donc d'anticiper ce qui va s'accentuer, notamment une éventuelle continuation de l'artificialisation des sols. Donc il y a deux axes finalement qui sont parallèles, hein. On évite d'accentuer ou de compliquer les choses en imposant de nouvelles pratiques à l'avenir. Et en même temps, on s'intéresse et on se concentre sur la désimperméabilisation des sols qui l'ont été. Exactement. Vous préconisez de mener les deux de front, en fait. Alors oui, en sachant que l'agence, qui est un instrument financier, n'intervient uniquement sur la désimperméabilisation de l'existant. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas financer, nous, des nouveaux projets, par exemple des ZAC nouvelles ou des renouvellements urbains qui créeraient des zones nouvelles sur des zones qui étaient anciennement agricoles, hein, notamment. Donc là, on ne finance pas ce type d'opération. On finance uniquement la réparation, en quelque sorte, le curatif. Le curatif. Pour effectivement désimperméabiliser les zones existantes. Ce qui ne vous empêche pas de communiquer, comme vous le faites aujourd'hui, sur les bonnes pratiques à suivre pour le futur. Oui, tout à fait. Donc dans ce cadre-là, on a financé depuis le début du 11e programme d'intervention, donc en 2019, on a financé 71 projets liés à la désimperméabilisation des sols. 71 projets qui concernent des objets un peu différents. On peut financer donc des désimperméabilisations de cours d'école, des désimperméabilisations de parking. Alors ça va du plus petit parking, notre plus petit dossier, c'est le parking de la Poste, pour ceux qui connaissent, à Assat, dans les Pyrénées-Atlantiques, 160 mètres carrés. Donc on a financé cette petite opération. Et ça va jusqu'à des parkings de plage. Actuellement, il y a un grand plan plage de désimperméabilisation des parkings sur le littoral atlantique, du côté d'Osgore, Biscarrosse, où il y a des parkings là, qui font plus de 20 000 mètres carrés. Donc on va financer ces opérations-là aussi. Il y a une grosse opération, pas très loin d'ici, hein, sur l'île du Ramier aussi, où vous aviez le parc des expositions, l'ancien parc des expositions de Toulouse, qui était sur l'île du Ramier. Il y a eu une grosse opération de désimperméabilisation qui est financée aussi par l'agence. On finance aussi des imperméations d'allées de cimetières, des anciens sites industriels aussi, qui ont pu être désimperméabilisés. Donc ça représente 360 000 mètres carrés désimperméabilisés depuis 2019, financés par l'agence. Et notre objectif est de désimperméabiliser 1 million de mètres carrés d'ici fin 2024, en cumul depuis début 2019.
Donc les techniques, ça consiste pour l'essentiel à faire du décroutage et de la débitumisation de l'existant. On enlève le bitume et à la place, on met un revêtement perméable. Alors le revêtement perméable, il y en a de tout type en fait. Ça va depuis l'enherbement simple, qui est le moins coûteux, jusqu'à la mise en place de structures alvéolaires ultra légères. Ça peut être des pavés drainants, des pavés à joints poreux aussi. Ça peut être du béton poreux. Ça peut être du mélange terre-pierre. Donc on a toute une série de revêtements qui existent. Des graviers enrésinés, Voilà, choses comme ça. Il y a exactement. plein de techniques en fait. Exactement. Ouais. Donc bien évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes. Quand je vous parlais tout à l'heure des 71 projets, donc le coût moyen qu'on a pu observer en termes de montant de travaux est de l'ordre de 70 € par mètre carré, hors taxe, par mètre carré traité, en moyenne, en sachant que bien évidemment, si on fait de l'enherbement, on va être autour de 10 à 12 € le mètre carré, alors que si vous mettez des pavés drainants, vous allez monter à 300-400 € par mètre carré. Donc tout dépend effectivement du revêtement que vous mettez. Retenue, oui. Voilà pour les techniques. Donc ces travaux sont financés sous forme de subvention à hauteur de 50%. Donc 50% par l'agence, ce qui est un taux quand même relativement élevé. Hein. C'est l'un des taux les plus élevés appliqués à l'agence. On a eu la chance de bénéficier du plan de relance là, sur les années 2020-2021 dans le cadre de la crise Covid. Et le taux était de 70%. Donc ce taux de 70% a permis de booster pas mal d'opérations sur les territoires. Puisque, je vous disais, on a financé 71 projets. Mais il y a eu une montée en puissance depuis 2019. On a financé 5 projets en 2019, on a financé 25 en 2020 et on a financé 46 en 2021. Donc on a vraiment une nette montée en puissance en termes de demande d'aide des collectivités en la matière. Avec des disparités toutefois sur le bassin d'Haut-Garonne. On a surtout des dossiers, les 3/4 des dossiers étaient situés sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, où on a des départements qui sont relativement, on va dire, phares dans ce domaine-là, le département de la Gironde, le département de la Dordogne, le département des Pyrénées-Atlantiques. En revanche, sur l'Occitanie, je dirais qu'il y a encore... Des hésitations, il y a quelques un hésitations. moindre intérêt, on va dire. Voilà, il y a une marge de progrès, on va dire, encore, sur l'Occitanie. Puisque donc il n'y a qu'un quart des projets qui concernaient la région Occitanie. Il y a des départements où il ne se fait absolument rien. Je ne les citerai pas pour pas vexer les gens de ces départements éventuellement dans la salle. Voilà, donc ce qui tombe bien, c'est qu'on va lancer un appel à projet là, qui s'appelle « Désimperméabilisons les sols urbains », point d'exclamation. Donc c'est la région Occitanie qui lance cet appel à projet. Donc il a lancé depuis fin janvier, avec dépôt des dossiers demandés au 31 mai 2022. Donc ce qui est intéressant dans cet appel à projet, c'est que les collectivités vont pouvoir bénéficier d'un taux de financement à hauteur de 80%. 80% donc taux agence plus taux région Occitanie. Donc nous, c'est les mêmes projets qu'on finance dans le cadre de notre programme classique. Mais là, la région Occitanie va abonder en fait le taux de l'agence à hauteur donc, de 80% globalement. C'est une enveloppe de 8 millions d'euros d'aide qui est prévue pour cet appel à projet. 4 millions d'euros côté région Occitanie, 2 millions d'euros côté agence de l'eau à Dour-Garonne et 2 millions d'euros côté agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et on espère donc financer à peu près 10 millions d'euros d'opérations dans le cadre de cet appel à projet et à peu près 150 000 mètres carrés de superficie de surface désimperméabilisée. Okay. Nous sommes un peu en retard sur notre planning, mais par contre, oui. j'ai quand même une question qui peut intéresser certains participants qui vous écoutent. Est-ce qu'en termes de retour sur investissement par rapport aux travaux qui pourraient être faits dans le cas de ceux qui auraient des velléités de vous présenter des projets, est-ce qu'il y a des actions qui sont plus rentables entre guillemets que d'autres ou plus immédiatement bénéficiaires que d'autres en matière de désimperméabilisation? Vous avez cité différentes situations, les parkings, les cimetières, etc. Est-ce qu'il y a des projets ou des sujets qui méritent une plus grande attention que d'autres? Alors il y a des projets sur lesquels, notamment sur la commune de Lacanau, où on a mis en place des travaux alternatifs aux tout tuyaux hydrauliques, où il y a des études financières qui ont été faites entre donc, le projet classique basé sur la mise en place d'un pluvial strict et sur la mise en place donc, de noues paysagères, noues d'infiltration, plus bassin de pluie, plus au niveau des
des voiries, Les chaussées, des chaussées. les chaussées drainantes, des choses Voilà, comme ça. donc l'étude a montré qu'il y avait un gain de 30% en termes Mhm. financiers par rapport au projet initial. D'accord, d'accord. Donc là, ouais, ouais. Pour finir, Je vous laisse, bien sûr. j'ai encore un peu de temps ou pas? Ah ben normalement non, mais Ah oui. je suis désolé, je vous ai posé quelques questions entre deux, mais du coup c'est du temps de gagner sur la suite, mais Non. voilà, c'est pour vous permettre de bien illustrer les choses. Vous Alors- aviez des images à nous proposer aussi, je crois. Oui, alors je vais y Je venir. vous laisse, bien sûr. Alors, l'un des enjeux importants, ça a été dit, hein, au-delà des aspects techniques, c'est vraiment arriver à convaincre les maîtres d'ouvrage et surtout les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études à aller vers ce type de technique. Encore, ça reste relativement confidentiel. Donc, il y a là aussi une marge de progrès et donc tout un travail de sensibilisation à mener auprès des bureaux d'études et des maîtres d'œuvre. Alors, justement, donc, on va vous présenter un petit film qui a été co-réalisé avec la DREAL Occitanie, qui présente un projet qui va être mené sur la commune de Réquista, dans le département de l'Aveyron, où vous allez voir le témoignage du maire de Réquista, qui explique un peu comment il ressent les choses par rapport à ce projet, parce qu'initialement, ils étaient partis sur un projet classique, et entre guillemets, sous la pression de l'agence, il a revu son projet, et il va vers un projet de désimperméation des places de son village. Voilà. Donc, Et bien c'est parti. C'est parti. Bienvenue en Occitanie avec la DREAL qui nous emmène découvrir les projets entrepris par des collectivités pour s'adapter au changement climatique. Direction Réquista où son maire nous parle de la désimperméabilisation et de l'aménagement des places dans sa commune. Je suis Michel Cosse, je suis le maire de la commune de Réquista, président aussi de la communauté des communes du Réquistanais et tout nouvellement également élu au conseil départemental. Quels constats vous ont orienté vers ce projet? Le premier, c'est un problème d'assainissement. Alors si on veut le dire d'une façon très simple, peut-être trop d'infiltration d'eau pluviale qui descendait à la station d'épuration. Le deuxième constat a été très vite de se rendre compte que nous avions beaucoup de surface, si vous voulez, dans le village qui était goudronnée. Et troisième constat qui a été mis un peu en exergue, c'est l'éventualité de plus en plus probable de phénomènes cévenols pour nous, c'est-à-dire d'augmentation des précipitations pluviales, et en même temps ces espèces de places goudronnées, là, de superficie importante, qui étaient de véritables îlots de chaleur. Quelles solutions ont été envisagées? On avait mandaté un bureau d'études, ingénieurs hydrauliques, qui nous ont fait des calculs, et en nous expliquant que la meilleure solution, c'était ce qu'on pourrait résumer d'une façon un peu lapidaire, le tout tuyau, c'est-à-dire des tuyaux et des bassins de rétention tampons pour éviter effectivement le ruissellement des eaux vers la station d'épuration. Avec un coût élevé, cette solution nous a un petit peu refroidi, si vous voulez. Bon, par contre, avec autour de la table les partenaires, et en particulier l'agence de l'eau, la réflexion a été plus importante, elle a été moteur d'une autre réflexion, de ce qu'on pouvait appeler des solutions alternatives au tout tuyau, qui était l'infiltration à la source des eaux pluviales. Quel est le rôle de l'agence de l'eau? L'agence de l'eau autour de la table a permis de demander aux acteurs d'étudier une alternative, à savoir peut-être de la déconnexion du pluvial et la désimperméabilisation des espaces publics et privés. En tout cas, étudier cette piste-là. Techniquement, comment ça se passe? Très très proche de la salle des fêtes, on aura des dalles alvéolaires minérales. Dans un deuxième temps, on aura des dalles alvéolaires végétalisées, et puis ensuite, à la fin du parking, au bout, plutôt un mélange pierre-terre, puisqu'il sera utilisé beaucoup moins fréquemment. Et donc l'herbe pourra pousser, et c'est un système encore plus rustique et finalement moins cher. Ce qui est important de préciser dans le projet de Réquista, c'est que le bureau d'études a fait également un effort sur la desserte interne du parking, qui sera elle aussi en matériaux filtrants, avec un bitume poreux et une sous-couche drainante. Donc on a la totalité de la surface qui va être désimperméabilisée. Et enfin, il y aura quand même une moue aussi paysagère, mais aussi une moue hydraulique qui va permettre de récupérer les eaux pluviales de la voirie existante, de la collectivité, et puis un système de surverse avec la réutilisation du réseau pluvial initial. Qui sont vos partenaires? Autour de la table, il y avait donc Aveyron Ingénierie, l'agence départementale, il y avait l'État avec la DDT, les services de l'État, la police de l'eau, il y avait donc l'agence Adour-Garonne, et chaque fois l'efficace collaboration du département de l'Aveyron.
Et puis petit à petit, des architectes, des paysagistes, parce qu'il faut quand même dire un petit mot, même si on habite à la campagne, 3 énormes surfaces goudronnées, ça ne faisait pas rêver, ça manquait quand même un peu de verdure. Quels sont les bénéfices de la désimperméabilisation? C'est vrai qu'un projet comme ça, non seulement en premier jet résout un problème d'assainissement, première réflexion, en évitant peut-être des phénomènes d'inondation, lorsqu'il y aura des phénomènes cévenols, et en créant encore une fois cette attractivité, on va imaginer, on a déjà imaginé cette place avec des promenades, de la végétation, des arbres. On conserve, et c'est important aussi de l'expliquer, la presque totalité de la capacité de stationnement. Simplement, au lieu de stationner sur du goudron, on va stationner sur des supports infiltrants. C'est rendre cet espace public, cette fameuse place, et puis derrière il y en a d'autres qui vont venir, comme disait Monsieur le maire, cet espace public plus résilient à tous ces événements climatiques qui vont être de plus en plus intenses, sur des courtes durées. C'est la possibilité aussi d'améliorer la recharge des nappes à travers l'infiltration et à travers la gestion des eaux en surface. C'est aussi la possibilité de supprimer cet îlot de chaleur, qui était quand même l'été particulièrement néfaste pour la population. C'est aussi la possibilité pour le système d'assainissement de le rendre lui aussi plus résilient à tous ces événements climatiques. Aujourd'hui, on a des à-coups hydrauliques sur la station d'épuration. Demain, on va amortir le flux hydraulique et on va très certainement améliorer, fiabiliser son fonctionnement pour des pluies moyennes à fortes. Et enfin, bien sûr, favoriser la biodiversité, et c'est un plus, c'est un bénéfice important pour la population. En quoi ce projet vous tient à cœur? Les soucis de la santé humaine, ça rejoint les soucis du climat, ça rejoint les soucis de la planète. En tant que médecin, je ne peux pas dissocier la santé, le bien-être humain de l'écologie. Avez-vous un message fort à faire passer aux autres élus? Quand on a un projet intéressant, c'est de ne pas buter sur le budget. Alors je n'irai pas jusqu'à dire les sous on les trouve toujours, mais il y a un peu de ça. Ensuite, de collaborer. On a des partenaires et on arrive justement à concrétiser, et c'est ce qui est enthousiasmant. Oui, je ne l'ai pas dit, mais cette vidéo a été tournée début décembre dernier. Et donc il s'agit bien d'un projet. L'opération n'est pas encore réalisée à ce stade. Donc on espère faire une suite, un deuxième film pour montrer comment les choses ont évolué. Oui. Oui, on voit que effectivement nous sommes avant les travaux et on a bien compris par contre la problématique et la situation. Pour un premier cas concret à travers cette vidéo, une première illustration de ce qui peut se faire et qui nous permet cette transition avec d'autres illustrations qui vont suivre, pour lesquelles je vais vous présenter d'autres invités. Et pour commencer, nous parlerons de l'exemple d'une mise en place d'une politique de désimperméabilisation de la ville avec une présentation de la démarche de partenariat avec le CEREMA, le Centre d'études et expériences en risque, environnement, mobilité, urbanisme, un centre expert technique et scientifique qui soutient la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Pour nous en parler, c'est Benoît Couillet qui est responsable du schéma directeur gestion des eaux pluviales, service études et prospectives de Toulouse Métropole, qui nous rejoint pour une présentation du contexte et du schéma directeur, et accompagné de Marie Valère, qui est responsable d'études en observation satellitaire pour le CEREMA, pour nous parler des données d'imperméabilisation, des limites observées et des questionnements associés à toute cette problématique. Je vous laisse donc pour cette présentation à deux voix de politique générale sur la base des faits que vous allez partager avec nous. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, on va parler de cette démarche avec le CEREMA à deux voix. Deux préambules. La première chose, c'est que c'est une démarche qui est en cours, donc on va bien vous présenter l'avancement et non pas les résultats définitifs. Deuxième préambule, on parle de désimperméabilisation, ça a déjà été dit, mais c'est important de le rappeler. L'enjeu premier étant de limiter l'imperméabilisation. On garde aussi du recul sur ce travail-là. Désimperméabiliser 2 hectares, si on en a imperméabilisé 100 à côté, ce ne sera pas forcément très intéressant, même si c'est toujours ça, et c'est important d'avoir un outil qui aide à la décision. Donc je vais vous présenter un peu le contexte. Comme c'est une démarche, il est important de présenter le contexte dans lequel ça s'est déroulé, cette démarche, ce partenariat, pardon. Et puis après, on verra les premiers résultats et les limites de l'exercice. En quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse Métropole, donc c'est une petite bourgade de province de 800 000 habitants, la 5e métropole française, un territoire de 460 km², donc urbanisé sur la moitié de sa superficie. En termes climatiques,
On constate une montée des températures comme partout en France, avec des situations caniculaires qui sont assez importantes sur notre territoire, et une pluviométrie plutôt basse par rapport au reste de la France, avec moins de 700 mm par an. En termes de gestion des eaux pluviales, puisque c'est dans ce contexte que s'inscrit cette démarche de désimperméabilisation, on a, comme partout ailleurs, un système complexe et diversifié. Quelques indicateurs, 2300 km de réseau, 50 km de réseau qui font plus de 2 mètres de haut, donc c'est un réseau conséquent, un patrimoine lourd et coûteux. Un grand nombre de techniques alternatives, des bassins de rétention et tout un tas de techniques alternatives. Je dirais qu'on a à la fois des ouvrages dans lesquels on peut faire du multi-usage, donc qui gèrent à la fois les eaux de pluie et en même temps on peut jouer au foot. D'autres enterrés, où donc on peut à la fois collecter les eaux pluviales et faire du kayak, mais c'est un usage partagé qui est un peu plus limité et plus difficile d'accès pour les habitants. Donc on va plutôt privilégier la première solution. Un point important sur le contexte de Toulouse Métropole, c'est qu'on a une spécificité et qui explique pas mal de choses par rapport aux autres métropoles, c'est que le réseau est séparatif à 99%. Donc là, vous le voyez sur le schéma. On a un petit Larsen sur les retours de scène. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'invite la régie à procéder à quelques réglages parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Si je réessaye comme ça. Là, ça a l'air d'être mieux, donc pour vous aussi. Super. Donc le graphique qui est là présente donc en ordonnée le taux de gestion séparative et en abscisse les populations en milliers d'habitants. Ce qu'il faut juste voir, c'est que donc il y a 4 métropoles qui ont plus de 80% de réseaux séparatifs. Réseaux séparatifs, donc ça veut dire des réseaux séparés pour la gestion des eaux pluviales et pour les eaux usées. Et les autres métropoles, on en a quelques-unes qui sont plutôt moitié-moitié et d'autres quasiment exclusivement en unitaire, donc avec les eaux usées et les eaux pluviales qui sont mélangées. Ce que montre ce graphique, c'est pour Toulouse Métropole, on prend le sujet peut-être, on va le dire, un peu en retard par rapport à d'autres collectivités, puisqu'en fait, il y a 3 points qui ne sont pas favorables à la déconnexion chez nous. C'est qu'on a eu moins de pression par rapport au déversement d'orage. Comme les eaux de pluie n'allaient pas à la station, il y avait moins de déversement par temps d'orage, donc moins d'obligations réglementaires et donc moins d'économies aussi à rechercher en station d'épuration. Par contre, on a des enjeux importants qui nous poussent à déconnecter, à désimperméabiliser. C'est le fait qu'on a 2000 exutoires pluviaux, donc qui ne peuvent pas être traités. On ne peut pas mettre de station à ces 2000 exutoires du fait de leur nombre et de l'hétérogénéité des événements pluvieux. Et donc les petites pluies, ça a été dit tout à l'heure, qui représentent à peu près 80% et qui charrient toute la pollution qui est en surface des sols de la métropole, rejoignent les milieux récepteurs. Et puis comme partout, les aspects favorables, c'est de travailler sur la qualité, réduire la quantité d'eau pluviale à l'aval, le bien-être en ville et la question des coûts, puisqu'en coût global, ça coûte moins cher. C'est pas si simple que ça, puisque ça demande des réorganisations et des arbitrages en interne. En termes de circonstances, alors je vais peut-être un peu être redondant avec ce que tu avais dit tout à l'heure, mais les circonstances qui nous ont amenés à ce partenariat, la première, c'est donc la volonté politique de notre président-maire, donc en 2019, qui a souhaité désimperméabiliser la ville. La deuxième, qui était un peu une coïncidence aussi, mais c'était un projet de direction d'élaborer un schéma de directeur de gestion des eaux pluviales. C'est-à-dire que la direction du cycle de l'eau avait déjà élaboré son schéma directeur d'eau potable, d'eau usée, les plus importants, et donc on arrive aux parents pauvres sur le pluvial ensuite, mais c'est arrivé en même temps que ce projet de désimperméabilisation. Troisième circonstance, c'est le travail de fond des hommes et des femmes cachés qui, dans l'ombre depuis des années, accompagnent les projets, en fait, portent un discours et font qu'il y a déjà plein de choses qui sont bien faites sur la métropole. Il y en a dans cette salle, donc c'est important de le dire. Il y a également le contexte national avec un foisonnement de ressources, de retours d'expérience. Et puis même ça sort du cadre, il y a un tel foisonnement que ça sort un peu du cadre, là, le Douai 2019. En tout cas, on peut s'appuyer sur toutes ces expériences-là qui montrent que c'est possible et qui encouragent à aller vers la désimperméabilisation. Et puis, la dernière circonstance qui fait en fait que toutes les autres ne sont pas fortuites, c'est la réalité climatique et environnementale qui sous-tend toutes les autres. Donc l'origine, le catalyseur, l'urgence à s'orienter vers ce type de solution. Et donc c'est dans ce contexte que Toulouse Métropole a lancé un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et des missions connexes en amont, donc ce partenariat avec le CEREMA. Donc le schéma pluvial, il doit à la fois gérer l'approche du patrimoine existant, on a dit tous ces réseaux enterrés, mais aussi aller vers une gestion des eaux pluviales intégrée et donc avoir des outils de connaissance sur les potentiels de désimperméabilisation. D'un point de vue purement schéma directeur,
ces potentiels de désimperméabilisation, ils doivent nous servir à la chose suivante. On va avoir un diagnostic hydraulique du fonctionnement de nos 2300 km de réseau. Là où on va avoir des problèmes, on veut pouvoir comparer des solutions de recalibrage, mettre des tuyaux plus gros, ou voir, avec la connaissance des potentiels, est-ce qu'on peut résoudre les problèmes à l'aval par de la désimperméabilisation en amont, à partir des potentiels qui auront été identifiés. Donc pour cela, 2 partenariats ont été lancés. Alors je parle du partenariat avec le BRGM, même qui n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est important parce que ça sous-tend la démarche avec le CEREMA. Ce partenariat, il est presque à sa fin. On va disposer d'une carte qui définit les potentiels d'infiltration sur l'ensemble du territoire. Alors là, c'est le territoire de Rennes, hein, pour ceux qui connaissent le territoire de Toulouse Métropole, c'est pas le nôtre, puisqu'on n'a pas la carte finale encore, qui est validée. Mais l'idée, c'est bien de connaître les potentiels d'infiltration pour qu'ensuite, on puisse croiser, on le verra, avec les surfaces très imperméabilisées et là où on peut infiltrer. Et donc le deuxième partenariat avec le CEREMA qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc l'élaboration d'une carte des potentiels de désimperméabilisation. C'est une approche macro à l'échelle du territoire, c'est pour orienter les solutions, plutôt pour orienter les décisions sur des territoires, mais on est bien conscient que ça ne va pas être un outil tout de suite opérationnel. Et deux compléments d'information avant de rentrer dans les aspects techniques. La désimperméabilisation dans ce partenariat, c'est à la fois le changement de matériaux de recouvrement, mais c'est aussi une définition un peu plus large de simplement déconnecter les eaux pluviales, quand on ne peut pas faire autrement dans un projet et qu'on doit quand même avoir des surfaces imperméables, mais qui doivent être gérées à côté. Donc les différentes étapes de détermination de cette carte, la première, c'est donc de déterminer les taux d'imperméabilisation actuels, à quelle échelle on le représente. Ensuite, on croise avec les potentiels d'infiltration. On choisit des critères de hiérarchisation des territoires les uns par rapport aux autres. Et puis, on détermine des formats et des légendes de restitution. Donc, je vais laisser Marie présenter la suite avec les premiers résultats et les limites de l'exercice. Donc, pour calculer les taux d'imperméabilisation, on a cherché les meilleures données qui étaient disponibles. Donc on a d'abord comparé le HR Layer Imperviousness, l'OCS-GE. OCS, ça veut dire occupation du sol, GE, grande échelle, c'est un produit qui va être fait par l'IGN. Et on a aussi produit une carte d'occupation des sols à partir d'une image satellitaire dans le cadre de cette étude. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est que l'HR Layer Imperviousness et l'OCS-GE, c'est des produits qui vont être mis à jour et disponibles tous les 3 ans et gratuitement. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'OCS-GE et l'OCS CEREMA, c'était les produits les plus fins au niveau précision spatiale. Donc juste pour être un peu en avance, on a choisi l'OCS-GE et on va vous expliquer pourquoi. Donc pour pouvoir comparer et définir un peu la meilleure donnée qui était à notre disposition, on a comparé toutes ces données à plusieurs échelles, donc à l'échelle des communes jusqu'aux échelles des parcelles. Et on a par exemple là un croisement donc aux zones du PLUIH. Donc en fait, pour chaque zone, on peut calculer le taux d'imperméabilisation à partir de l'OCS-GE. Donc c'est l'image qu'on voit là. Et ici, on voit en fait une image des différences des taux d'imperméabilisation donnés par chaque carte. Donc l'image, la partie grisée, on s'en occupe pas, c'est les zones qui ne sont ni urbanisées ni à urbaniser. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir les parties blanches, donc 94% de la carte. En fait, les parties blanches, c'est quand on a les données qui convergent, qui donnent des taux d'imperméabilisation identiques. Et donc sur ces zones, les données sont fiables. Et on a vu plusieurs écarts, donc c'est les zones qui sont en couleur. Et en fait, ces écarts, ils sont liés à des biais qu'on a pu identifier et qui sont dus aux données utilisées. Donc par exemple, on a eu des écarts sur les zones pavillonnaires. L'OCS-GE avait tendance à surestimer les taux d'imperméabilisation. Et ça, on peut s'en apercevoir parce que par exemple, à gauche, c'est l'OCS qu'on a réalisé à partir d'imagerie satellitaire. En rouge, on voit les pavillons. Et en fait, on voit qu'ils sont assez espacés avec la précision spatiale du CEREMA, des images satellitaires Pléiades.
pour pouvoir être distingués individuellement, alors que l'OCSGE utilise une unité minimale de collecte plus importante. Et du coup, on va agréger tous ces pavillons. Et c'est pour ça qu'on a des grosses taches rouges qui représentent le bâti. Et donc, c'est pour ça qu'on a une surestimation des taux d'imperméabilisation. Donc, on a également identifié des biais sur les réseaux ferrés, les cimetières et les zones de chantier. Et on est descendu, comme je le disais, jusqu'à l'échelle de la parcelle. On a par exemple là les taux d'imperméabilisation à la parcelle sur tout le territoire de Toulouse Métropole. Mais quand on a regardé la carte de différence, en fait on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de différences et beaucoup de différences qui étaient très hétérogènes. On a des couleurs, on a un peu toutes les couleurs. Et donc en fait, ça montre que les différences sont assez aléatoires. On ne peut pas descendre à une échelle, avec ces données en tout cas, à une échelle aussi fine qu'on aimerait le faire. Et donc c'est poser la question de à partir de quel seuil minimal on travaille. Donc pour répondre à cette question, on a regardé le pourcentage de parcelles où les 3 OCS étaient en accord, donc c'est tout ce qui est en bleu, en fonction de la taille des parcelles. Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'on a 2 paliers. Le premier à environ 2500 m² et le deuxième à 1 hectare. Donc à 1 hectare, les données sont fiables et quelle que soit la source de données qu'on prend, on aurait plutôt les mêmes résultats, sachant qu'on a toujours les biais qu'on a identifiés plus tôt. Donc finalement, hier, on a eu un copil qui nous a permis de répondre et de valider les choix qu'on avait faits. Et donc là, on va vous exposer un peu les questions qu'on s'est posées et auxquelles on a dû répondre. Donc déjà, choisir la donnée. Donc là, on a décidé d'utiliser l'OCSGE parce qu'effectivement, au niveau où on a décidé de travailler, c'est une donnée qui nous allait bien, qui va être gratuite, qui va être aussi un référentiel national dans d'autres études, notamment dans le ZAN, le Zéro Artificialisation Nette. Oui, allez-y, je vous en prie. J'avais juste une question, j'anticipe un peu sur la séance, mais vous avez choisi l'échelle d'1 hectare, supérieure à 1 hectare. Voilà, donc ce qui nous donne on a très très bien compris le raisonnement, mais je me disais, suite aux exemples que vous nous avez montrés précédemment, 1 hectare de lotissement avec un coefficient d'occupation des sols moyen, on sait que c'est à peu près cohérent, on sait à peu près où on va, mais 1 hectare de centre-ville, selon le nombre d'étages, la proximité des immeubles, etc., c'est certainement beaucoup plus hétérogène. Oui, c'est ça. Pour faire au mieux, il faudrait travailler sur des morphologies urbaines homogènes. Oui, d'accord. Dans cet hectare-là. Enfin, l'idée, c'est ça. C'est qu'effectivement, pour avoir de bonnes données, vous avez choisi cette OCS-là et sur une norme de plus d'1 hectare. Enfin, sur une base de plus d'1 hectare. C'est ça. Ensuite, pour pouvoir passer aux cartes de potentiel de désimperméabilisation, parce que là on a identifié les taux d'imperméabilisation sur certaines parcelles, il nous faut définir, pour prioriser les zones sur lesquelles on veut agir, un taux d'imperméabilisation minimum. Donc par exemple là on va se dire à partir de 50%, si on a une zone du PLU qui est imperméabilisée à partir de 50%, qui a un taux d'imperméabilisation supérieur à 50%, on va la considérer comme potentiellement désimperméable. Et ensuite, on croise ces cartes potentiellement désimperméables avec les potentiels d'infiltration. Donc c'est la carte qui a été fournie par le BRGM. Et ensuite, on va pouvoir faire un rendu final sous forme d'un SIG et avec des atlas géographiques. Oui, pour donner un exemple de visualisation de ce qui sera possible d'obtenir, si on prend un secteur, par exemple sur la route de Paris, donc au nord de la métropole, un secteur assez fortement urbanisé, donc la première étape d'étude des taux d'imperméabilisation par zone du PLUiH, donc ça pourrait être fait avec d'autres découpages que le PLUiH, mais là c'est celui-ci qui est retenu pour l'instant, nous permet de voir, donc là c'est le dégradé de marron qui permet de voir les zones les plus imperméabilisées, l'augmentation du taux d'imperméabilisation en fonction du dégradé. L'étape d'après, c'est donc de sélectionner que celles qui sont imperméabilisées à plus de 50%, donc, et ensuite de les croiser avec les potentiels d'infiltration, ce qui permet de mettre en exergue sur un territoire
les zones qui sont à la fois les plus imperméabilisées et où l'infiltrabilité des sols est suffisante pour travailler. Donc c'est vraiment un outil, c'est ce que je disais en préambule, un outil assez macro pour travailler sur des secteurs larges et plutôt orienté d'éventuelles décisions politiques qui pourraient être prises et sur quel territoire il faudrait les prendre. Mais on ne descend pas à une échelle fine et on ne va pas avoir un outil qui répond à la désimperméabilisation des cours d'école et par quelle école on commence. Et l'étape suivante, on peut aller un peu plus loin sur un secteur en croisant avec l'Urban Atlas pour voir une répartition des usages pour chacun des secteurs. Et donc avoir ensuite des répartitions de cette manière-là. Il reste une petite minute peut-être pour... moins d'une minute, mais allez-y. Moins d'une minute, Quelques alors mais mots très là-dessus. rapidement, mais Voilà. ça je pense que tu l'as aussi dit. Donc les freins, les points de vigilance. Le frein principal, je passe rapidement dessus, hein, c'est la transversalité du sujet, la complexité du fait de passer en aménagement et dans une logique d'aménagement pour la gestion des eaux pluviales et la désimperméabilisation, le changement de pratique. Un point important aussi en termes de frein, c'est la réorganisation des coûts et des modes d'exploitation que ça suscite. Et ça, il faut le prendre en compte en amont. Donc toutes ces techniques alternatives de surface et la désimperméabilisation nécessitent de penser l'exploitation et qui va exploiter quoi. En termes de ressources, je vous laisse en prendre connaissance en les lisant, mais ça a été dit aussi. Et donc les outils, là pour nous, le partenariat et les marchés publics avec la crédibilité du tiers sont des outils importants. Le financement de l'Agence de l'eau également, qui nous a aidés sur ce partenariat. Et donc, dernière chose, c'est les étapes d'accompagnement du changement, puisque c'est un changement de pratique pour beaucoup de collègues. Et donc, ça nécessite aussi de connaître le processus d'acceptation du changement. Merci beaucoup. Désolé de vous mettre un peu la pression, mais je rappelle pour celles et ceux qui seraient intéressés, par exemple, par votre inventaire des points de vigilance particulièrement intéressants. Toutes ces présentations seront disponibles en ligne sur les enregistrements qui vous seront proposés sur le site de Cyclo. Donc vous pourrez les retrouver en détail et y revenir en temps utile. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix. Nous continuons sans transition avec une présentation d'un projet de réaménagement de centre-bourg, en l'occurrence le centre-bourg de La Ramière. Pour nous parler de gestion du ruissellement, Éric Ferland, chef de projet aménagement service territorial routier de Saint-Céré, département du Lot, va nous présenter ce contexte, les enjeux de la collectivité, les attentes et les propositions d'aménagement qui ont été retenues. Oui, merci de nous donner la parole. Donc je vais vous présenter effectivement une toute autre échelle. Là on parle effectivement de quelque chose quand même de très gros, d'une agglomération très significative, puisqu'on est effectivement sur une toute petite commune du sud-est du Lot, complètement limitrophe avec le département de l'Aveyron, donc petite commune de la Ramière. Juste un petit mot sur le syndicat départemental d'aménagement et d'ingénierie du Lot que je représente. Donc c'est le bras armé, je dirais, du conseil départemental du Lot en matière d'accompagnement des collectivités dans plusieurs domaines, l'aménagement des espaces publics, l'aménagement des espaces routiers, les bâtiments, tout ce qui va être ingénierie informatique également. Voilà, un accompagnement des collectivités. Au niveau de la présentation, qui va être, je l'espère, assez rapide, je vais vous présenter un peu les origines du projet, les différents partenaires, les propositions d'aménagement. On est aujourd'hui au stade de l'avant-projet sur cette opération. Elle sera déposée d'ailleurs dans l'appel à projet financement à Dour-Garonne, région Occitanie. Les dispositions en matière de concertation, puisqu'il y a déjà eu effectivement un peu de travail là-dessus, et puis les bénéfices attendus, pourquoi la collectivité a démarré cette démarche. Au niveau des origines du projet, justement, donc la petite commune de La Ramière, vous voyez les principaux chiffres, on est sur 360 habitants, donc je le disais en plaisantant, c'est plus du tout la même échelle. On est à 40 km de Cahors. On est par contre effectivement à la proximité de Villefranche-de-Rouergue et dans la communauté de communes Ouest-Aveyron. Et on voit effectivement sur le petit graphique en dessous que finalement le déclin de population a été à peu près stabilisé et même remonte un peu depuis les années 80.
avec quand même encore 29% de résidences secondaires, donc un impact assez significatif tout de même d'habitations pas forcément ouvertes toute l'année. L'opération va être menée, vous le voyez sur la carte, en fait sur 2 secteurs. Le secteur véritablement centre-bourg et puis un secteur un petit peu plus décalé, une centaine de mètres au nord, qui est constitué en fait du prieuré Notre-Dame de la Ramière, avec pour principales attentes de la collectivité vis-à-vis de cette opération, qui était de renforcer l'attractivité du village, donner un espace intéressant où les gens peuvent bien vivre, se rencontrer, une convivialité intergénérationnelle qui était effectivement recherchée. C'est de la mise en valeur du patrimoine, c'est de la mise en valeur des équipements publics qui sont présents. C'est également de retravailler sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Des problématiques également de collecte pluviale et puis une dernière problématique qui est très présente aujourd'hui pour pas mal de collectivités traversées par une départementale, la maîtrise effectivement des vitesses en traversée de bourg était également une des demandes. Au niveau du partenaire, la commune s'est associée des équipes pour travailler ce projet. Donc un atelier, l'atelier de paysagiste qui s'est présenté également avec un architecte, donc une approche assez complémentaire à ce niveau-là. La commune s'est également associée, les conseils, l'appui du CAUE du Lot. C'est un partenaire également très important pour la commune, partenaire associatif. Et puis le syndicat d'aménagement, effectivement, où on intervient donc en assistance pour accompagner la collectivité tout au long de cette opération. L'état des lieux, quelques photos pour illustrer un petit peu la situation point de départ. On voit quelque chose qui est assez frappant. Alors une collectivité rurale, les chiffres l'avaient déjà effectivement présenté. Beaucoup de noir, beaucoup d'enduit, beaucoup de revêtements routiers. Pas toujours en bon état. Là, pour le coup, on le voit, effectivement, ils sont plutôt dégradés. Donc, on est sur une collectivité rurale qui avait vraiment besoin d'améliorer, on va dire, le confort, l'aspect de la commune. Très peu d'arbres. C'est aussi un point à signaler. C'est pour ça qu'on a joint dans la présentation les cartes postales anciennes. On voit effectivement, par rapport aux photos précédentes, relativement arides, relativement revêtues de noir sur les espaces publics. On avait au contraire, il y a pas mal d'années, encore pas mal d'arbres. Un assainissement non collectif. Ça, on est sur une petite ville, sur une toute petite ville. Et donc, effectivement, on est en assainissement non collectif. Quelques collectes pluviales qui sont souvent insuffisantes et de plus en plus insuffisantes par rapport aux intensités des pluies que l'on peut rencontrer sur les orages d'aujourd'hui. Une absence de trottoirs, des réseaux secs par contre qui sont déjà enfouis. Et puis on a souhaité effectivement le présenter, ça a déjà été signalé au cours de cette table ronde. On le voit sur la carte IGN en bas à gauche, on est sur un contexte karstique, une géologie très favorable à l'infiltration avec des dolines un petit peu tout autour du bourg. Donc il aurait été dommage de se priver dans cet aménagement, de ne pas rechercher l'infiltration, puisque naturellement elle est possible et de façon relativement simple. Voilà, donc la proposition au stade d'avant-projet qui a été réalisée par l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui vise à créer ou à recréer pas mal d'espaces végétalisés. En fait, c'est la moitié des espaces publics qui vont être désimperméabilisés et qui vont être ramenés en surface perméable avec des accotements complètement végétalisés. Une voirie communale qui va être transformée également en chemin simplement rural avec juste un passage de roue, une placette également qui va être travaillée de manière à la rendre perméable. Et on voit apparaître tout de suite, effectivement, sur cette cartographie, beaucoup de vert, beaucoup de végétal et le retour, effectivement, de quelques arbres. Voilà également quelques illustrations de plus. En particulier, effectivement, ce chemin rural donc, qui va basculer, ou cette voirie communale qui va quitter son enrobé imperméable au profit, effectivement, d'une surface avec juste un passage de roue en compacté calcaire. Voilà, c'est quand même un projet de 300 000 euros. Alors on peut se dire 300 000 euros, c'est pas énorme. Si on le ramène quand même à la population communale, c'est 1 000 euros par habitant.
Donc c'est une opération très significative pour la commune. Une première réunion publique a été menée pour présenter cet avant-projet, qui a été plutôt bien reçu. Quelques inquiétudes tout de même, notamment des agriculteurs qui se disaient, avec nos engins agricoles, est-ce qu'on ne va pas faire du dégât en passant sur des solutions très naturelles? Est-ce qu'on va avoir les largeurs de voirie suffisantes pour passer avec les engins? C'est vrai que les engins agricoles, ils sont de plus en plus larges, de plus en plus importants, mais finalement, ces solutions naturelles s'y adaptent plutôt bien, et donc une population qui a plutôt bien accepté ces premiers rendus et qui est plutôt contente effectivement de pouvoir se réapproprier ces espaces avec, là pour le coup, forcément également des vitesses très maîtrisées. Donc au niveau des bénéfices qui sont attendus par la collectivité, pourquoi elle s'est lancée là-dedans et qu'est-ce qu'elle attend que ça lui apporte? Il y a une réduction des investissements. On a effectivement une absence finalement d'accotement avec de l'enrobé, etc. On est sur des solutions naturelles, on n'a pas de réseau, on va juste se contenter de remettre en état les réseaux qui existaient. Mais sinon, le travail autour des eaux pluviales qui auraient été nécessaires pour gérer effectivement ces épisodes orageux vont être limités simplement à ces accotements enherbés, à ces zones un petit peu plus creuses qui vont être créées pour rechercher l'infiltration. On va avoir un entretien qui va se limiter finalement à quelques tontes annuelles et pas d'arrosage. Une réduction des surfaces imperméabilisées, c'est important pour le ruissellement, je viens d'en parler, c'est important pour la chaleur aussi. Vous vous en doutez, effectivement, même si on est en domaine rural, autant de surfaces imperméabilisées, autant de surfaces noires en été, c'était quand même assez aride. La création justement d'espaces de rencontre, de jeux, de circulation apaisée. Ces 12 arbres qui sont proposés sur cet espace-là. Et puis une mise en valeur également du patrimoine, c'est ce qui est illustré au-dessous, avec un prieuré donc, qui va être lui aussi avec un écrin végétalisé et des solutions très naturelles. Voilà la présentation. Merci. Merci à vous, Monsieur Ferland, Éric Ferland, je cherchais votre prénom. Hein. Merci pour cette présentation et ces illustrations surtout. Et pour terminer, quelques informations sur les outils à disposition pour accompagner les collectivités dans ce domaine de la désimperméabilisation. Pour nous en parler, c'est Hélène Durand, qui est gérante de Alizé Géomatique, qui va nous présenter ces outils et surtout, au passage, nous parler des freins et des difficultés. Vous nous direz notamment comment sensibiliser les élus à ce sujet, comment donner du sens à une démarche qui est très transversale. Vous êtes d'ailleurs intervenu ce matin dans un autre contexte pour rappeler ce type de difficultés que vous devez dépasser, ou encore comment se donner une vision séquencée, échelonnée. Mais pour commencer, vous nous proposez une présentation aussi d'un exemple d'outil intégrateur. Je vous laisse nous faire cette présentation très rapidement là aussi pour nous permettre, comme vous le savez, d'échanger avec la salle en quelques minutes qui nous resteront. Parfait. Merci à tous pour cette invitation. J'imagine que le slide va... Vous allez utiliser... Voilà, je vous laisse utiliser la télécommande vous-même, c'est vous qui pilotez. Donc, on a parlé d'échelles très variées, donc ça c'est intéressant, et on va essayer justement de boucler cette boucle en ayant une approche assez globale, mais déclinable localement. Alors, je vais revenir sur des choses qui ont été largement évoquées. Donc, ces schémas, vous les avez certainement tous en tête. C'est les méthodes, finalement, qu'on va pouvoir utiliser pour cette désimperméabilisation. Ça peut être des revêtements perméables, ça a été beaucoup présenté, mais également des solutions fondées sur la nature qui ont été plus présentées ce matin et qui sont des alternatives, on va dire, plus naturelles et qui vont toutes favoriser, bien sûr, cette infiltration. Alors, ce que je voulais surtout, à travers cette slide, vous présenter, c'était la démarche, ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, que notamment tous ceux qui sont issus du milieu plus naturaliste connaissent, puisque c'est quelque chose qui a été mis en œuvre. Donc, éviter, là encore, ça a été dit, la première des choses, c'est l'évitement. Puisque aucun projet, quel qu'il soit, de désimperméabilisation n'égalera la non-imperméabilisation. Réduction, qui passe par des opérations de végétalisation. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des mondes dans lesquels on évolue, et on a la chance au sein d'Alizé d'évoluer dans des mondes différents, si on est dans un séminaire autour du ZAN, on va parler de densification.
Si on est sur un séminaire qui a trait à la GPU, comme aujourd'hui, on va parler de déconnexion. Et finalement, derrière chaque communauté, on va dire, réinvente un petit peu cette façon d'appréhender les enjeux qui sont dictés par le changement climatique, et ils ne convergent pas forcément. Donc, troisième point, c'est la compensation. Donc, quand on est dans le monde du ZAN, voire de la GEMAPI, on va parler bien sûr renaturation y compris en ville à travers les friches. Alors, un constat qu'on a pu tirer, c'est qu'on a actuellement des politiques publiques qui sont parfois divergentes, voire un petit peu même opposées, il ne faut pas s'en cacher, puisque d'un côté, le ZAN qui a été évoqué à travers l'artificialisation, qui nous force à une densification, y compris et surtout dans les couronnes urbaines, quel que soit le contexte, notamment de régime climatique qui est le nôtre. Donc un conflit finalement entre deux politiques et le foncier, qui est le maître mot de tout ça, qu'il va falloir essayer de faire cohabiter. Donc nos outils essayent de répondre à ça, à cette vision à la fois globale, locale, pour qu'il y ait un point de vue commun sur qu'est-ce qu'on fera de ce foncier, que ce soit une place, un parking, un espace vacant. Et puis avec aussi quelque chose qui nous anime plus particulièrement, c'est de reprendre en compte les cycles naturels. On a évoqué tout à l'heure indirectement l'albédo, que tout le monde connaît ou que tout le monde a ressenti. Sur du noir, on a chaud. Et également l'ETP, l'évapotranspiration, qui est un phénomène naturel qui a toujours existé, mais qu'on redécouvre, ou les phénomènes racinaires. Tous les végétaux n'ont pas les mêmes systèmes racinaires et ne vont plus ou moins faciliter l'infiltration dans le sol. Donc tout ça aussi, c'est l'autre pendant qu'on va plutôt associer à la GEMAPI qu'il faut redécouvrir. Donc prendre en compte les cycles, les chemins de l'eau et les éco-fonctionnalités. Alors derrière tout ça, on propose des solutions. Donc des solutions, alors je tiens aussi à remercier indirectement la région Occitanie. Nous avons été subventionnés pour d'autres applications qui sont du web, toutes. L'une s'appelait Risco, qui avait trait à la prise en compte du changement climatique. Vous pourrez le voir sur notre site si vous le souhaitez. Donc toute cette stratégie, ces outils de désimperméabilisation sont le fruit de 2 ans de travail aux côtés de l'Aude. Donc le tout, c'est où, parce que derrière les opérations pilotes, et je remercie toutes ces présentations, il en faut, se posera la question ensuite de généraliser, de prioriser au-delà de ces éléments pilotes qui sont par exemple les cours d'école. Donc ensuite va se poser la question de comment. Donc il faudra être en conformité bien sûr avec les documents d'urbanisme, et c'est là où le lien avec la politique de l'aménagement, qu'elle soit celle des SCOT ou du PLU, est essentiel, parce que c'est de là que tout peut partir. Donc définir des coefficients de biotope par exemple, ou viser aussi peut-être à carrément une inconstructibilité de zones exposées à des aléas. Donc ensuite, ça passe par l'évaluation du potentiel de désimperméabilisation versus densification, je vous le rappelle, puisque finalement les deux sont parfois en bisbille. Et ensuite, le qualifier selon un indicateur synthétique d'éco-fonctionnalité. Et puis 3, hiérarchiser les priorités. Et donc pour ça, on a besoin d'outils, on a besoin de visuels, on a besoin de se projeter macro, micro. Et les SIG, qui est notre métier depuis 30 ans, sont des formidables supports pour cela. Alors vous voyez à droite un petit peu un extrait de l'interface que je vais développer un tout petit peu. Donc c'est un choix d'outils qui va aider à la mise en œuvre, qui est un outil intégrateur par définition. Il va intégrer aussi bien les volets connaissances, des volets modélisation. Je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'ils sont très riches. On a cité des modèles de ruissellement. On a des modèles de ruissellement qui ne sont pas des modèles 2D d'ailleurs, parce que c'est moins coûteux et plus efficace. En tout cas, pour avoir une première identification de l'exposition à l'aléa et non pas pour avoir la notion de hauteur-vitesse. Une base de connaissances SIG que je vais vous développer, et puis des solutions, parce que les solutions, elles ont chacune leur spécificité. Quand on prête, par exemple, d'une végétalisation avec arbre à la clé, c'est pas les mêmes contraintes qu'un enrobé plus perméable. Donc tout ça va avoir des coûts et des bénéfices qu'il faut pouvoir adapter par rapport aux contraintes des lieux. Donc le service cloud qu'on a créé permet cette intégration. Il permet différentes étapes, de la sensibilisation, bien sûr, de la co-construction. Ce n'est pas qu'un mot. La co-construction, ça fait 15 ans qu'on en fait sur le web, donc c'est possible. Les élus adorent. On fait ça au quotidien avec des petites communes rurales aussi. Ce n'est pas réservé aux grosses collectivités, aux grosses métropoles. Tout ça pour, bien sûr, aboutir à un consensus partagé.
Et donc je vais finir par une petite illustration, mais il y aura tellement à dire sur chacun des volets. On va proposer des modèles de ruissellement qui sont également basés sur des modes d'occupation du sol. Alors, nous sommes experts nationaux de l'artificialisation. En France, nous accompagnons et nous sommes amenés à suivre de près les décrets, puisque nous accompagnons 3 régions actuellement sur la conception de ces modes d'occupation du sol. C'est un pan entier, mais sachez que les méthodes de ruissellement que l'on propose sont justement mettre à profit ces données. On va passer de l'aléa, bien sûr, à l'exposition, parce que cette stratégie de désimpair, elle doit aussi prendre en compte finalement un ruissellement qui n'est pas homogène et qui va être plus ou moins fort en fonction également des notions de bassin versant. Donc là, il faut abandonner le zonage d'urbanisme pour aller cette fois-ci sur des logiques fonctionnelles. On va prendre en compte l'évolution aussi passée. On travaille actuellement, par exemple, pour une petite Comcom qui s'appelle le Lot des Voies, qui s'est rendu compte que, en contexte d'aléas climatiques, l'urbanisation avait eu des impacts très directs sur l'exposition actuelle de certains secteurs. On va identifier enfin, non pas que l'artificialisation, mais l'imperméabilisation, avec des méthodes et des échelles qui sont un peu plus fines. Je me permettrai de l'affirmer que l'OXL-GE, parce que l'OXL-GE peut être aussi limitant dans le fait que sur certains tissus urbains, ça a été rappelé, on a 300% de surévaluation du bâti. On va prendre en compte le raccordement, on va prendre en compte la pédologie aussi, non pas que la géologie. La géologie, en termes d'infiltration, le karst, le gypse, c'est des éléments importants, notamment en termes de pollution, mais il faut aussi prendre en compte les bénéfices en termes de qualité des sols que l'on veut restaurer. Quels sont les sols finalement en dessous d'une croûte qui auraient des capacités en termes d'infiltration qui seraient plus intéressantes. Et puis enfin, le levier foncier, parce que le levier foncier, quand on n'a pas de foncier, quand on n'a pas la maîtrise foncière, se pose des questions d'aller vers d'autres acteurs, et notamment les acteurs de l'aménagement. Voilà, donc cette base de connaissances, juste petite illustration, vous avez HLR qui a été cité, et vous avez un mode d'occupation du sol très fin qui est, lui, applicable au 2 millième. Il est utilisable pour les PLU. Et c'est là où ça fait sens aussi, c'est ce qu'on essaye de porter, c'est que derrière cette trajectoire qui se veut transversale, c'est une même donnée, j'insiste, qui va aussi bien servir à identifier les zones d'expansion des crues à l'aval du bassin versant, qui va prendre en compte les zones humides, les ripisylves et toutes les solutions fondées sur la nature qui existent naturellement et qu'il faut surtout préserver, et décrire les formes d'artificialisation et d'imperméabilisation et les usages, donc les leviers d'action, dans une même et unique donnée qui va servir potentiellement à la désimpair, mais qui va servir à toutes les autres questions d'aménagement et de planification actuellement. Voilà. Et puis, pour finir, c'est un appui très concret à la mise en œuvre. Je ne vous cacherai pas que on est en train de se positionner justement sur les AMI qui ont été évoqués. Donc là aussi, c'est un petit clin d'œil à la salle, éventuellement pour les territoires qui seraient intéressés. La mise en œuvre, ensuite, elle va ouvrir à des analyses coûts-bénéfices très concrets qui vont permettre de mettre en avant les bénéfices qu'on peut en tirer en comparant les coûts investis par rapport aux coûts de déconnexion, par rapport aux bénéfices aussi sociaux, de bien-être qu'on peut espérer de ces éléments. Donc on va faire aussi bien une approche par volume stocké que vous voyez en bas, sur les ZAU, sur les parkings, on identifie tous les gisements, que la prise en compte des bénéfices. Ça nous donne un indicateur sur la hiérarchie que vous faites de cette approche. C'est-à-dire que les autres bénéfices sont considérés comme de deuxième niveau. Non, c'est deux approches. D'accord. C'est deux approches parallèles. Non, il n'y a bien. pas lieu de... Il n'y a pas de priorité ou de hiérarchisation. Il n'y a pas de priorité, et au contraire, les deux ont leur exigence. C'était l'objet de ma question. Et leur mérite. Et in fine, l'idée, c'est prioriser, préserver, choisir auprès de cibles variées. Donc j'insiste sur le fait que les élus sont excessivement friands de ces représentations parce qu'ils retrouvent enfin leur territoire connu, des puissants objectifs, accessibles à tout, qui prennent en compte les dynamiques passées pour mieux se projeter, et puis enfin selon des échelons et des unités spatiales adaptées de la parcelle au très très grand bassin versant. Voilà. Merci beaucoup Madame Durand, Hélène Durand, donc gérante de Alizé Géomatique. Puis bien noter vos messages à l'adresse de telle ou telle personne présente dans la salle qui serait intéressée dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt ou de projets en cours. N'hésitez pas à vous rapprocher. Cela fait partie également des objectifs de ce type de conférence. Je me tourne vers vous. Il nous reste quelques minutes pour vous permettre de poser une ou deux questions à nos intervenants. Merci monsieur pour cette première question. Je vous laisse vous présenter pour bien vous situer.
Bonjour, donc Alexandre Besson, Université fédérale. Ce matin, en venant ici à ce salon en vélo, je me suis vu refuser l'accès du parking sécurisé voitures et motos. Et j'ai été échoué à 700 mètres d'ici sur un parking réservé aux vélos, du coup non sécurisé. Le propos n'est pas là. J'ai eu le privilège, du coup, en faisant ces 700 mètres de marche, de marcher sur un terrain totalement bitumé, un parvis totalement bitumé, en fait, sur une, je dirais, 200 mètres de large et donc 700, voire même 1,2 km, je pense. C'est presque une piste d'aviation, ça. Une piste d'aviation, ouais. Comment, aujourd'hui, sur le territoire de Toulouse Métropole, des bâtiments comme ça, des lieux comme ça peuvent être inaugurés en 2021 ? Est-ce que c'est des matériaux spécifiques qui intègrent, enfin qui aspirent l'eau, du coup ? Ou est-ce que c'est un oubli dans les plans d'aménagement ? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Dans la séquence éviter, réduire et compenser, on se demande comment on peut effectivement encore aujourd'hui laisser passer ce genre de choses, ou est-ce qu'il y avait de véritables raisons? Alors je ne sais pas si vous êtes informé de la situation en particulier pour le territoire qui nous intéresse ici très localement que vous venez de décrire. Je ne sais pas si quelqu'un en sait plus parmi nos intervenants, mais vous faites bien de poser la question. En fait, c'est des critères. Est-ce qu'il y a des critères dans les plans d'aménagement qui limitent l'imperméabilisation, pardon? Alors, c'est une question difficile à répondre sans enfoncer des collègues que je ne connais pas parce que j'étais pas là quand le projet est sorti. Non, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, à mon avis, c'est que c'est un projet qui prend des années à sortir et donc je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé, le parc des expos, mais il doit bien avoir 5, 7 ou 8 ans, le temps de sortir. Donc je pense que c'était des préoccupations qui étaient bien moins prises en compte à l'époque, qui sont difficiles à changer en cours de projet. Je suis complètement dans l'hypothétique parce que je ne connais pas ce projet-là. C'est par déduction par rapport au planning. Voilà, j'imagine que c'est assez ancien. Après, la traduction dans les documents d'urbanisme sur la limitation des taux d'imperméabilisation pour chaque projet, aujourd'hui, elle n'existe pas, mais elle n'existe pas de manière aussi clairement établie, mais c'est un des objectifs d'avoir cette amélioration de connaissance sur les potentiels de désimperméabilisation et à la fin du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, d'avoir un zonage pluvial qui soit traduit dans les documents d'urbanisme et qui soit traduit en termes de prescription et qui soit traduit en termes de prescription et adapté au territoire. Donc il y aura des sous-secteurs sur la métropole et là où on peut infiltrer, les prescriptions seront beaucoup plus fortes que là où il y a des difficultés à infiltrer. Ce que je sais simplement pour le parc des expos, c'est que la gestion des eaux pluviales, à l'aval, in fine, il y a des ouvrages de gestion des eaux pluviales qui permettent de ne pas augmenter les débits à l'aval. Mais cependant, c'est pas fait par des revêtements perméables et c'est fait par des bassins qui entourent le parc des expos. Je peux pas aller plus loin là-dessus. Oui, mais merci. Je partage le message. C'est intéressant effectivement on a compris qu'il y avait eu des trous dans la raquette là quelque part, mais effectivement c'est l'occasion de rappeler tout l'intérêt justement de bien concerter, de se concerter à tous les niveaux sur un espace donné avec tous les acteurs concernés, j'imagine, pour éviter que ne se produise à l'avenir ce genre de situation. Il n'y a pas d'outil prescriptif aujourd'hui en la matière. Voilà. Monsieur, vous avez levé la main, on va vous passer le micro tout de suite. C'est Vanessa qui est avec nous qui va vous l'apporter. Je vous laisse également vous présenter si vous le voulez bien, que nous puissions bien vous situer et je vous laisse nous faire part de votre question et nous dire éventuellement à qui elle s'adresse. Bonjour, merci de me donner la parole. J'ai deux questions à deux intervenants. D'abord, monsieur le représentant de l'agence eau Adour-Garonne, je voudrais savoir si vous connaissez le budget qui est alloué à l'eau Adour-Garonne. Et deuxièmement, si vous avez votre avis pour le PADD, le SCOT et le plan local d'urbanisme. Ça, c'est pour vous. Ensuite, quelle est la population du bassin Adour-Garonne? Parce que je vais faire la relation avec le budget que vous avez alloué pour l'imperméabilisation de 8 millions, vous m'avez dit, si je ne me suis pas trompé. Ensuite, à monsieur... Alors là, je ne connais pas son nom. Monsieur Couillet, de Toulouse Métropole. De Toulouse Métropole. Toulouse Métropole. Je voudrais connaître, est-ce que vous avez une connaissance du budget du schéma directeur des eaux de pluie, Et deuxièmement, qu'est-ce que vous entendez faire pour les eaux de pluie? Car vous n'êtes pas sans savoir que même si on a un réseau séparatif, il y a une énorme porosité entre le réseau séparatif et le réseau d'eau de pluie, et que l'on retrouve par exemple à la station d'épuration de Ginestous,
régulièrement et qui dépasse largement les quantités acceptables par la station d'épuration. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais ce sont finalement 4 questions que vous avez posées. 2 questions à chacun des 2 intervenants. Monsieur Boga, vous voulez commencer? Merci, monsieur. Alors, sur le budget de l'agence de l'eau Adour-Garonne, notre budget d'intervention est autour de 250 millions d'euros par an, toute intervention confondue. Donc à la fois ce qu'on appelle le petit cycle, donc l'assainissement, tout ce qui est gestion de l'eau potable, mais également le grand cycle, tout ce qui est gestion des milieux aquatiques. Et sur ces 250 millions d'euros, on consacre à peu près 20 millions d'euros par an sur la ligne, ce qu'on appelle la ligne gestion des eaux pluviales, qui permet de financer les projets de désimperméation des sols. Alors tout à l'heure, lorsque je vous ai dit dans l'appel à projet que le montant d'aide prévu était de 8 millions d'euros, c'est 8 millions d'euros en cumulant donc, les aides de l'agence, du conseil régional Occitanie et de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc il y a 2 millions d'euros qui sont prévus en enveloppe indicative côté agence de l'eau Adour-Garonne sur cet appel à projet. Alors ça c'est sur le plan financier. Alors concernant le PAD, vous parlez du PAD, du SCOT de l'agglomération toulousaine ou en général? Je parle du SCOT, du PADD. Alors, oui. Alors, attendez, on ne vous entend pas, monsieur, puis comme nous sommes enregistrés, on n'entend pas votre explication. Ah oui, pardon. Je parlais, si vous voulez, de ces 3 documents qui régissent l'urbanisme de manière générale. Lorsque la gestion Toulouse Métropole, on s'occupe du SCOT d'abord, schéma de cohérence territoriale, PADD, plan d'aménagement et développement durable, et enfin le plan local d'urbanisme. Voilà. Ces 3 documents, je demande si l'agence Adour-Garonne donne son avis sur ces 3 documents. Alors, l'agence de l'eau Adour-Garonne n'est pas, comme toutes les agences de l'eau, personne publique consultée ou personne publique associée dans le cadre des documents d'urbanisme, que ce soit les SCOT ou les PLU ou PLUI. Cependant, donc, il y a une obligation de compatibilité des documents d'urbanisme, un SCOT notamment avec le SDAGE Adour-Garonne. Donc, normalement, le contrôle de légalité, donc effectué par les services de l'État, doit faire en sorte que le SCOT soit compatible avec le SDAGE. J'espère que tout le monde dans la salle est coutumier avec tous les acronymes que nous venons d'utiliser en 2 minutes de temps. Je pense que la plupart d'entre eux, oui. Mais monsieur Couillet, vous voulez ajouter? Donc c'est à votre tour de répondre aux autres questions de monsieur. Concernant les autres questions, alors sur le coût du schéma pluvial, il y a une délibération publique de Toulouse Métropole qui a été prise l'année dernière, qui avait donc alloué un budget d'1,9 million d'euros. Donc c'est un budget très conséquent pour des études qui s'explique par plusieurs raisons. La première étant que sur le réseau pluvial, il y a 2300 km de réseau et qu'on part d'une méconnaissance très importante. À titre d'ordre de grandeur, les schémas d'eau usée et d'eau potable coûtaient respectivement 1,3 million d'euros et 1 million d'euros. Donc on a un budget plus conséquent pour le pluvial parce qu'on a une méconnaissance beaucoup plus importante, une diversité d'ouvrages importante également, et qu'on a prévu dans ce schéma un volet très important sur l'accompagnement au changement de pratique, justement pour essayer de traduire dans les documents d'urbanisme et dans les pratiques le fait de ne pas reproduire les parkings du PEX, du parc des expositions, pardon. Et donc ça, c'était pour répondre à la première question sur le budget. Et en termes de porosité entre le réseau d'eau pluviale et le réseau d'eau usée, effectivement, c'est un sujet. Je suis passé un peu vite tout à l'heure dessus en disant qu'on n'avait pas de problème d'eau claire qui arrivait en station d'épuration à Toulouse par rapport aux autres métropoles. Et ça, c'est vrai, puisqu'on a beaucoup moins de déversement d'orage. Mais il y a quand même un vrai sujet d'infiltration d'eau claire parasite, on appelle ça ECP, les eaux claires parasites qui rentrent dans les réseaux d'eau usée par porosité, soit directement entre le pluvial et l'eau usée, soit par par infiltration directement dans les eaux usées. Et donc ça, c'est un vrai sujet qui est aussi pris en compte et qui a été inclus dans le contrat qui est passé avec les sociétés, donc la société Astéo, qui a un volet important sur la lutte contre les eaux claires parasites. Merci beaucoup, monsieur, pour vos questions précises qui ont fait l'objet de réponses tout aussi précises, me semble-t-il. D'autres questions de la salle? Il nous reste 1 ou 2 minutes pour ce faire. Pas d'autres questions, pas d'autres mains qui se seraient levées. Monsieur Couillet, vous voulez juste pour compléter, quand même, je suis content de savoir que mon vélo n'est pas tout seul au fond là-bas, du coup. J'ai trouvé que c'était loin aussi. C'est loin et pas sécurisé, d'après ce que j'ai compris. Madame Potier, j'oserais une toute dernière question pour reboucler la boucle, puisque vous aviez planté le décor de nos échanges tout à l'heure. Je voudrais revenir sur cette notion de transversalité dont a parlé
parlait Madame Durand et dont nous avons parlé à plusieurs reprises depuis ce matin, sur ce décloisonnement, cette nécessité de ne plus raisonner en silo, chacun dans son domaine de compétences. Est-ce que vous avez l'impression que cette transversalité progresse entre acteurs? Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent au niveau, pour ce qui vous concerne, peut-être au niveau national ou peut-être localement? Avez-vous vu des tendances plus favorables que par le passé? C'est sûr que le terme transversalité est à la mode. Oui, certes, mais sans le mettre à toutes les sauces, il est revenu à plusieurs reprises aujourd'hui et on comprend bien qu'il y a des compétences qui ne se parlaient pas jusqu'à présent. Exactement. Et donc, effectivement, c'est en ce sens-là que, oui, on voit que les choses bougent. On voit que les services sont plus ouverts à la discussion, que le dialogue, en tout cas, s'ouvre un peu plus avec les acteurs de l'aménagement, en l'occurrence. On a bien vu que c'était une des clés qui permettait de toute façon de faire avancer les projets, puisque, en l'occurrence, pour l'aménagement, c'est aussi cette traduction des prescriptions en matière de gestion pluviale, cette traduction dans les documents d'urbanisme qui vont permettre en tout cas de faire avancer ces projets. Donc il y a un vrai intérêt, il y a des vrais enjeux et oui, ça bouge. En tout cas, on l'espère et on peut le constater quand même malgré tout. Merci beaucoup. Madame Durand, vous partagez? Oui, tout à fait. Il y a juste un premier avancé. La loi climat et résilience a quand même amené à des réglementations sur notamment les grands espaces de parking. Donc c'est un premier pas. Une petite avancée. Par contre, dans beaucoup de discussions auxquelles j'assiste sur l'évolution de la réglementation en termes d'aménagement, notamment les fameux décrets qui viennent de sortir sur la territorialisation dans le cadre du SRADET, des SCOT et la traduction locale des obligations de suivi d'articulation, qui est un monde qui peut paraître complètement obtus. L'eau est quand même en gros le parent pauvre de toute cette réflexion. Oui. D'accord, donc il y a encore du chemin à faire. Un petit peu. Merci beaucoup, Madame Potier. Oui, et j'ajoute que la transversalité, ça vaut avec les acteurs de domaines différents, mais ça vaut aussi au sein même des collectivités. En fait, c'est une transversalité qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur des collectivités. Merci. Elle se rejoue à chaque échelon, en fait. Voilà, merci beaucoup, mesdames, et puis bravo, parce que nous étions convenus de terminer cette conférence à 15h30. Il est 15h29:59 en gros, donc à peu de choses près. Merci beaucoup pour vos interventions particulièrement concises et bien préparées, pour lesquelles je vous propose quelques applaudissements de la part de nos participants au moment de vous raccompagner dans la salle. Merci à toutes et tous pour votre présence et puis bienvenue à la prochaine conférence qui commencera dans une demi-heure précisément maintenant et qui sera consacrée à l'eau en tant que vecteur économique dans le cadre de dans le cadre de la coopération internationale. Et nous aurons un certain nombre de témoins qui s'exprimeront, dont peut-être un duplex avec Dakar, où se tient le Forum mondial de l'eau actuellement. Et nous aurons peut-être un intervenant, une intervenante en l'occurrence, avec nous en direct du forum. Voilà, à tout à l'heure. 3, 2, 1.